Impel Down pour aller sur Marineford pour prendre le pouvoir de Barbe Blanche et devenir empereur. Mais une fois qu'il est devenu empereur, il a décidé de prendre la ruche. Et une fois qu'il a décidé de prendre la ruche, il décide d'en faire un royaume. Et donc on comprend que petit à petit, tout ça au final, ça fait partie que d'un gigantesque plan. Ce n'est pas la finalité. Ce que désire Barbe Noire, c'est le monde. Et alors, pour contrôler le monde, il faut s'asseoir sur son trône. Le trône vacant. Pour ça, Teach, il a un plan. Faire chanter le gouvernement en utilisant la personne de Kobe, le nouveau héros de la marine. そうのなんですりゃそうなのか。んダメだこりゃ。取引は諦めろ、ティーチ。なそう。 Sauf que, avec Aokiji, il a appris que ce dernier faisait partie des Swords et Regarde, je pré-shot parce qu'on l'avait déjà dit, les gars. Évidemment, vu que Kobe fait partie des Swords, il n'est pas suffisamment important pour que la marine ou même le gouvernement mondial puisse céder au chantage de Barbe Noire. Mais je vous ai dit qu'est-ce qui s'est passé, on l'a vu dans les épisodes récemment. Kobe a été libéré et qui a été capturé? Le héros légendaire de la marine, celui qui effraie tous les pirates, celui qui, aux yeux du monde, représente la marine depuis toutes ces années, entre guillemets. Et du coup, le fait qu'il soit capturé sera un affront légendaire à la marine, mais en même temps au gouvernement mondial. Ça va semer la panique parmi les peuples, parce que pour eux, s'ils arrivent à capturer Garp, la marine, le Barbe Noire pourrait capturer n'importe qui parmi la marine. C'est comme ça que le public voit, évidemment. C'est pas comme ça que on connaît les choses. C'est juste la vision du public, du grand public, par rapport à la marine. Donc, potentiellement que Garp va être la monnaie d'échange pour intégrer un pays membre. Et peut-être qu'ils vont le faire discrètement pour que le monde soit pas choqué de la nouvelle. Enfin, on verra si Morgan va Pukavu ou pas, mais je pense qu'ils vont essayer de faire les choses discrètement. que donc il ne pouvait absolument pas l'utiliser comme monnaie d'échange. Parce que rappelez-vous, les Swords, ils ont fait vœu de sacrifice. Ils ne sont plus considérés comme des militaires officiels et donc peuvent être utilisés à des missions suicides. Du coup, le plan tombe à l'eau. Il faudrait que Barbe Noire possède le véritable héros de la marine. Tiens donc, qui vient utiliser son petit Galaxy Impact sur la ruche? Monkey D. Garp. Ça y est, et vous l'avez compris, Barbe Noire a sa monnaie d'échange pour devenir roi. Il peut rendre à la marine et au gouvernement cet homme si précieux pour l'opinion publique. Et en échange, venir prêter serment sur Marie-Joise. Pour cela, il faudrait qu'il soit invité. C'est évident, pour devenir le roi du monde, déjà, ça serait bien d'être le roi de sa propre maison. Alors pour ça, il va faire comme tout le monde, il va se pointer sur Marie-Joise, mais bon, sans l'aval de quelqu'un de très important, ça va être compliqué. Kobe le dit lui-même, que ce soit moi, Garp, qui que ce soit, c'est ridicule. Le gouvernement n'acceptera jamais. Sauf si peut-être un certain Saint G. Garcia Saturne ouvre la porte tranquillement, si je puis me permettre, et qui même va plussoyer la candidature de Barbe Noire auprès de ses 4 pairs d'Hugo Rosey en disant « C'est un excellent candidat, je sais pas ce que vous en pensez, moi je pense que c'est mon gâté. » Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Simplement parce qu'en réalité ce ne serait pas tout à fait lui. Rappelez-vous, au chapitre 1079, et Shihiro Oda avait commencé à distiller la présence de Barbe Noire et ses hommes sur Egghead pour finalement nous apprendre que Katarina Devon avait touché, même si ce n'était pas son but premier, la patte absolument dégoûtante de l'araignée dégueulasse de Saint-G Garcia Saturne, pouvant ainsi lui permettre de se transformer en ce dernier. Et étrangement, comme celui-ci est le seul à être venu physiquement grâce à une délégation de la marine sur place à Egghead, il n'a pas été renvoyé par le Haki de Joy Boy, là d'où il vient, dans les ténèbres d'où il surgissait, au sommet du monde, dans la chambre de l'autorité, celle des 5 membres du Golosei. Alors là, je vais juste revenir. Donc, effectivement, pour moi, c'est la raison pour laquelle Saturne n'a pas été renvoyé. Ça, je suis d'accord. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est le fait qu'il pourrait utiliser Saturne pour rentrer. Et surtout avec Katarina Devon. Effectivement, le fait de pouvoir utiliser son fruit ou même son apparence pourrait servir peut-être à rallier certains pays, etc., etc. Parce que les pays pourront pas cramer que c'est pas le vrai Saturne. Par contre, le Gorosei, impossible qu'il se fasse berner. Je vous ai parlé tout à l'heure de la télépathie et des messages qui pouvaient être envoyés via télépathie par rapport à Imsama, etc., etc. Et là, pour moi, Saint-G Garcia Saturne, jamais
au grand jamais, il pourra... Enfin, en tout cas, Katharina Devon ne pourra jamais usurper l'identité de Saturne, hein. Et même moi, je pense que Saturne, il traite pas avec les insectes. Ce serait trop bizarre que le gouvernement mondial voit Saturne s'extasier devant un Barbe Noire, alors que c'est qu'un vulgaire insecte, tu vois. Donc, à voir ce que ça représente, mais personnellement, je le vois mal utiliser le fruit de Saturne pour ça, tu vois. Peut-être dans des conditions spéciales, ça pourrait le faire. C'est-à-dire, je sais pas, admettons, le Gorosei est en train de se battre, ils utilisent, je sais pas moi, Katharina Devon en mode transformé pour dire oui, voilà, il faut que tu ailles là, il faut que tu fasses ci et tout, parce que voilà, c'est les ordres de Im-sama, potentiellement qui peuvent se faire berner. Par contre, dans une discussion posée, claire, nette et précise, jamais, je pense que non. Je pense pas que le Gorosei pourrait se faire berner aussi facilement. Ainsi, tiens donc comme de par hasard, pensez bien que la prochaine fois que vous verrez Saint-Gégacia Saturne, il ne s'agit peut-être pas du bon vieux doyen, mais peut-être de Katharina Devon. Et alors, de la clé, je dirais même de la porte d'entrée pour Marshall D. Teach de s'agenouiller devant le trône vacant, le trône dont la prochaine étape sera de s'asseoir dessus. Et le pire dans tout ça, c'est que ce serait pas la première fois. Rappelez-vous, Lafitte était déjà venu à Marie-Joise. Les pirates de Barbe Noire étaient déjà venus pour soumettre la candidature de Teach en tant que Shichibukai. Mais Marshall D. Teach, lui, il a jamais voulu devenir Shichibukai. Il a jamais voulu devenir empereur. Tout ça, ça fait partie d'un plan beaucoup plus grand. Voilà pourquoi aujourd'hui, il désire s'entretenir avec Caribou. C'est parce que les armes antiques l'intéressent. C'est parce que le One Piece l'intéresse, c'est parce que Marie-Joise l'intéresse. Préparez-vous, parce que peut-être que maintenant, vous allez pas me croire, mais Marshall D. Teach, alias Barbe Noire, s'apprête à faire un coup d'état mondial. Si Roxy Shebeck à son époque avait touché du doigt les tabous de ce monde, Barbe Noire, lui, compte bien les utiliser. Par rapport à ça, vous connaissez mon avis les gars, on l'avait déjà dit. C'est pour moi une obligation de Barbe Noire qui fasse ça. C'est le but du manga, je trouve. Barbe Noire, c'est un personnage qui a été construit depuis longtemps. C'est la dualité avec Luffy, c'est le contraire parfait de Luffy. Donc, pour moi, c'est totalement Depuis logique. plus de 15 ans, on l'aura entendu, son nom. Joy Boy par-ci, Joy Boy par-là. Aujourd'hui, après toutes ces années, Eiichiro Oda décide enfin de nous dévoiler un souvenir. Un souvenir entre Joy Boy et Emmett. Ça y est, une scène qui nous rappelle, vous l'avez vu, celle de Ace avec Odds. À la fois dans sa mise en scène, entre un humain et un géant antique, mais également dans ce qu'il raconte. Premièrement, et c'est vrai que c'est très touchant de voir la comparaison entre ces deux scénettes qui correspondent, vous allez le voir, à deux îles distinctes qui étaient extrêmement, voire les deux plus attendues de tout le manga One Piece. La première, c'était une évocation de Wano Kuni grâce au chapeau avec le géant à gauche et le petit bonhomme à droite. Et là, vous allez le voir, une évocation directe d'Elbaf, la seconde île la plus attendue de tout le manga, avec le bon géant à gauche et le petit bonhomme à droite. D'autant plus que dans les deux scènes, c'est bien l'humain qui va donner quelque chose au géant. Avant, c'était le Kassa de Ace à Odds, et aujourd'hui, c'est le Haki de Joy Boy à Emmett. Dans les deux cas, nous avons un cadeau de la part de l'humain au géant. Et en effet, nous pouvons déjà nous rendre compte que Emmett porte des habits de viking, porte la même... C'est vrai, tout ça on l'avait dit les gars, les habits de vikings c'est bizarre, je sais pas pourquoi, mais je pense que à l'époque du siècle oublié, Elbaf avait un gros lien avec le royaume entier quoi. On se rappelle par exemple de Fables, on se rappelle aussi des origines de Nika qui fait partie des fables d'Elbaf. Donc je pense que Elbaf et l'ancien royaume sont étroitement liés et que potentiellement le reste de l'ancien royaume se trouve juste sous Elbaf et que ce qui reste c'est l'arbre gigantesque, l'arbre d'Yggdrasil avec tout le folklore qui tourne autour. Donc il y a des Bunkazar qui nous a dit Imo, le Katharina utilisé pour infiltrer Marie-Joie. Fin scénaristiquement, c'est mieux d'utiliser l'apparence de Saturne comme monnaie d'échange, ce qui amène à la mort d'un Garp entre autres. De plus, le gros défaut de cette option est le même. Le Gorosei peut discuter entre eux, donc ils se feront pas avoir. Donc voilà, tu m'éclates, mais c'est exactement ce que j'ai dit avant.
D'ailleurs, salut à toi, je sais même pas si je t'ai salué. Mais effectivement, c'est exactement ce que j'ai dit. Pour moi, c'est pas possible parce que voilà, le fait qu'ils puissent utiliser la télépathie, ça va direct être cramé. Tu vois, ils vont parler dans leur tête, ils vont voir que Katarina Devon peut pas le faire, et voilà, ça va être Keblo, tu vois. Donc pour moi, c'est logique. Après, comme je l'ai dit, peut-être que dans une situation très spéciale, ça peut être utile. Genre, ils sont en train de se battre, ils veulent, je sais pas moi, par exemple, éloigner les Gorosei de là, et Katarina Devon se transforme et dit par exemple au Gorosei, allez dans cette direction, je l'ai vu passer par là, ou je sais pas, genre aller dans cette direction, c'est Imusama qui m'a dit d'aller là, et du coup ça peut aider dans ce sens-là, mais vraiment parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir, de parler dans leur tête ou quoi que ce soit, parce qu'ils doivent agir immédiatement. Mais sinon, sans ça, sans une situation très précise, c'est impossible. Genre poser calmement dans leur salle des Gorosei où ils discutent, et là Saturne en mode Katarina, elle arrive et elle discute, et elle dit voilà, je vous présente Barbe Noire, c'est un insecte de très bonne qualité. Non, jamais, pour moi jamais. Par contre, utiliser l'apparence de Saturne comme monnaie d'échange, pour ça non plus, ça ne marchera jamais, parce que c'est pas possible, dans le sens où ils savent très bien où est Saturne, comment, ce qu'il fait, ils peuvent parler avec lui et tout. Donc monnaie d'échange, ça marchera jamais à une seule condition, qui capture le vrai Saturne. Mais dans ces cas-là, à quoi ça sert d'envoyer Katarina Devon s'ils ont le vrai Saturne, tu vois? Donc pour moi, c'est impossible. Pour moi, Saturne, il peut, pour l'instant, la transformation, elle servira pas comme monnaie d'échange ou truc comme ça. Enfin, c'est que mon avis pour l'instant, mais potentiellement qu'il pourrait capturer Saturne et rendre Katarina Devon en mode Saturne pour essayer de, je sais pas, semer la zinadine, par exemple dans la marine, tu vois. Si Katarina Devon va dans la marine en mode Saturne, elle peut donner des ordres à tout le monde, y compris à Akainu, sans que personne crame rien, tu vois. Par contre, face au Gorosei, c'est impossible. C'est impossible. La transformation à Saturne, elle servira pas à ça. Et je pense même que la transformation en Saturne aura plus d'importance par rapport au fait qu'elle puisse copier le fruit des démons d'autres personnes, que juste copier son apparence. Je pense que l'apparence, c'est secondaire comparé à la copie du fruit du démon. Je le vois vraiment comme ça. Ceinture, le même accoutrement que Dori ou Brogy par exemple. Notons également une très belle technique textuelle de la part d'Eiichiro Oda pour peut-être symboliser le fait que notre bon vieil Emmet est peut-être un Di. En effet, nous savons que les Di meurent tous le sourire aux lèvres. Cependant ici nous avons un robot qui n'a donc pas de visage, qui peut s'exprimer. Il est tout à fait démuni d'expression faciale. Alors peut-être que pour exprimer un large sourire sur les derniers instants où les yeux d'Emmet disparaissent, Eiichiro Oda a décidé de le faire rire. Les toutes dernières paroles d'Emmet sont un rire. Nous pouvons également nous demander sur quoi se tient Joy Boy. Une forme parfaitement taillée, carrée comme cela, nous fait tout de suite penser à un poneglyphe. Seulement, la taille est beaucoup trop grande. Alors, nous pourrions avoir ici à nouveau un indice de taille, sans mauvais jeu de mots, pour nous montrer que nous aurions le tout premier poneglyphe gigantesque de One Piece, prouvant que la scène se déroule sur l'île d'Elbaf. Pourquoi? Parce que sinon, un poneglyphe c'est trop petit pour les géants, et que là peut-être c'était un poneglyphe pour la nation des géants que tout le monde pourrait lire, et Joy Boy se trouverait dessus. Également. C'est vrai que tout ça c'est cohérent les gars, parce que je vous l'avais dit, hein, tout ça je vous l'avais dit dans le sens où les vêtements d'Emmet, ça c'est quelque chose qui ressemble étroitement à l'inspiration viking, etc., etc. Je vous avais parlé aussi du fait qu'il y a l'ancien royaume et aussi Elbaf qui ont des ancêtres, on va dire, bien avant le siècle oublié, parce que voilà, Elbaf, les gens ils vivent 350 ans, 450 ans, donc facilement ils peuvent traverser des générations et des générations. Je veux dire, par exemple, le grand-père de Dori et Brogy, il a connu le siècle oublié, tu vois. Alors que si on fait un parallèle avec Luffy, le grand-père de Luffy, c'est Garp, tu vois, il a connu Roger. Donc c'est pour vous expliquer que les générations sur Elbaf, c'est pas du tout les mêmes générations que Haute Part. Et du coup, vu qu'à Elbaf, il y a l'arbre d'Yggdrasil, l'arbre indestructible, ce serait logique qu'il n'ait pas été détruit pendant le siècle oublié. En plus, on a toutes les inspirations autour de Nika, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui font penser que justement Elbaf pourrait être un endroit très spécial. Pour moi, Elbaf, il y a des chances que ce soit l'ancien royaume.
ou qui soit affilié à l'Ancien Royaume. En tout cas, il est affilié à Joy Boy, j'en suis presque sûr. En tout cas, avec l'image qu'on a là, c'est très probable. Mais il peut être aussi affilié à bien plus, tu vois, l'Ancien Royaume, potentiellement même le premier royaume où vivaient tous les personnages de One Piece, hein. Peut-être que c'est le premier continent, j'en sais rien, tu vois, c'est très probable, étant donné qu'on a toute une histoire bien précédant les événements du siècle oublié. D'ailleurs, c'est peut-être la première fois et la seule fois qu'on a des informations par rapport à ce qui s'est passé avant le siècle oublié. Je pense qu'à part ça, il n'y a pas d'autres îles ou d'autres trucs qui relatent des informations d'avant le siècle oublié. Donc, Elbaf, pour moi, c'est vraiment une terre très, très importante. Par contre, je pense qu'il n'y a pas que Elbaf. Je pense qu'il y a aussi Raftel qui pourra avoir un lien avec Elbaf, etc., etc. Donc, est-ce que Raftel, c'était un continent à l'époque? Je ne sais pas du tout, mais c'est pas impossible. Il faut le garder en tête. Est-ce que là, ce qu'on voit aussi, c'est pas un bout de Raftel? C'est pas impossible non plus, étant donné que c'était à 800 ans. Donc, c'était pas peut-être pas aussi impossible d'aller sur l'île que précédemment, hein. On sait que le temps a été détraqué à cause du siècle oublié. Là, on est avant le siècle oublié. Donc, potentiellement, qu'on pouvait voyager tranquillement où on voulait, qu'il n'y avait ni raid line, ni rien du tout. Donc, gardez bien en tête que peut-être que c'est des informations, des foreshadowing qu'on aura de Raftel. Ensuite, ils ont parlé du fait que ce serait potentiellement un poneglyphe. Et là, c'est là où je veux dire quelque chose d'intéressant et de très pertinent, pardon. C'est que pour moi, c'est pas possible que ce soit un poneglyphe. Pourquoi, les gars? Très simplement, les poneglyphes ont été écrits pendant la guerre du siècle oublié. Rappelez-vous, quand Nekomamushi parle des poneglyphes, on voit que les tailleurs de pierre, donc les ancêtres des Kozuki, qui étaient potentiellement dédiés, taillaient la pierre alors que leur île était en feu et que leurs pieds étaient dans l'eau. Donc ils les ont taillés à la hâte. Donc ça, c'est premièrement. Et justement pour contredire leur théorie, pourquoi c'est pas ça? Parce que là, on voit clairement des végétations qui ont poussé sur le potentiel poneglyphe, et c'est pour ça que ça me fait pas du tout penser au fait que ce soit un poneglyphe. Parce que déjà c'est beaucoup trop grand, je vous expliquerai pourquoi juste après, et parce qu'il y a de la végétation dessus. Qui dit végétation dit présent depuis très 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 longtemps. Et n'oubliez pas que les poneglyphes ont été taillés pendant le siècle oublié, ont été sur demande, la demande de Joy Boy et la demande de comment elle s'appelle, Lily. Donc voilà, ça c'est juste pour vous expliquer, pour moi, c'est pas du tout un poneglyphe. Par contre, qu'est-ce que ça pourrait être? Je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est un bâtiment. Le fait que ce soit cubique, c'est un bâtiment, et ça me rappelle étroitement la cité sous-marine qu'on avait dans le flashback un petit peu de... Enfin, c'est pas le flashback, mais pendant le message de Vegapunk, parce que justement Vegapunk parlait des cités englouties, et dans ces cités on voyait justement des bâtiments très très cubiques qui correspondent parfaitement à ce que pourrait être l'ombre qu'on voit ici. Deuxième chose à dire par rapport à ça, c'est Joy Boy. Joy Boy, ici on voit très bien que la taille de Joy Boy par rapport à son casque, elle est complètement différente. Là on voit bien que là c'est pas... même s'il y a de la perspective, tu vois, étant donné qu'ils se parlent côte à côte, je pense quand même que la perspective, il n'est pas non plus à 300 mètres, tu vois, il est juste à côté. Et quand on voit la taille de Joy Boy et la taille qu'il y a entre l'espacement de ses yeux, donc le casque du bas et le casque du haut, tu vois, et ben on voit que Joy Boy pourrait pas rentrer, genre, enfin, même s'il y a la perspective, même avec la perspective, on peut voir qu'il rentre pas entre les deux. Et je vous rappelle que Luffy, quand Emmett était endormi à Punk Hazard, Luffy se tenait debout ici et il pouvait marcher sur sa, on va l'appeler la crête là de son regard. Donc ça montre vraiment l'échelle de taille. Et pour moi, c'est une preuve concrète que Joy Boy c'est pas un géant, parce que les géants comparés à Emmett sont quand même balèzes, sont pas de cette taille là, mais c'est quelqu'un qui pourrait être de la taille de Barbe Blanche, Kaido. Potentiellement un peu plus grand. En tout cas, c'est quelqu'un qui fait la taille d'un boucanier, je pense, et ça pourrait justifier ses origines, parce qu'on le sait, IRL, les boucaniers sont les premiers pirates du monde, et on sait que Joy Boy est le premier pirate de son ère, donc voilà, tout concorde, on verra après si c'est possible, mais je pense que, en tout cas, tout ce que je viens de dire est très très pertinent. J'espère que ça vous aura aidé à imaginer ce que ça pourrait être.
la suite ou même le passé, tout simplement. Donc il y a Debunkazar qui nous a parlé vite fait, qui nous a dit oui, à l'heure actuelle, c'est impossible. Le seul truc possible et intéressant, c'est de donner des ordres aux marines. En vrai, je garde quand même un œil sur le fait que Saturne soit resté sur Egghead. Donc oui, moi aussi, je pense que si Saturne est resté sur Egghead, c'est en partie par le fait qu'il était invoqué là-bas. Donc ça, c'est, je pense, la première raison. La deuxième raison, c'est potentiellement pour reprendre sa domination, entre guillemets, sur Egghead. Parce qu'il a des pacifistes à récupérer, il a York à escorter jusqu'au Tenryubito, il a toute l'armée ou même comment il s'appelle, les bateaux de la marine et tout à reprendre et tout, gérer ça. Je pense que ça va être la personne qui va gérer tout ça après l'arc d'Egghead. Et d'ailleurs, il y a même les Cypherpole, il y a potentiellement d'autres choses comme Sentomaru et tout qui pourraient être récupérés, envoyés en prison. Donc voilà, il y a tout ça à garder en tête parce qu'il y a énormément de choses. Par contre, ce qui est très intéressant, et là où je rejoins Debunkazar, c'est le fait que il pourrait avoir une autorité, Katarina Devon pourrait avoir une autorité dans le monde entier, mis à part à Marijoa, tout simplement, parce que Marijoa serait trop obvious. Même par rapport à d'autres Tenryubito, il pourrait donner des ordres à d'autres Tenryubito, mais pas à Gorosei, pas au Gorosei et pas à Imsama. Ça, il faut vraiment l'exclure. Et du coup, ça pourrait être intéressant par rapport à la marine, ça pourrait être intéressant par rapport à d'autres pays, par exemple, admettons... Barbe Noire dit le gouvernement mondial a décidé de vous envoyer sur une autre île et tout le monde doit déguerpir, et ben Barbe Noire va saisir l'occasion pour prendre l'île. Donc voilà, ça c'est les utilisations que je pense très probables et très possibles. Par contre, l'utilisation pour berner le Gorosei, je pense que c'est impossible. Alors, ensuite, dernier message et après on reprend la vidéo. Pour l'endroit où est posté Joy Boy, j'ai vu quelqu'un parler du fait que ça pourrait être un des piliers qui sont en cercle sur Zou. Un des piliers de Zou. Pas impossible, mais au niveau de la perspective et de l'âge de Zou, je pense que ça pourrait être tendu. Je pense que les piliers, honnêtement, même si c'est quand même une société antique, je pense que Zou déjà était peut-être plus petit. Et je pense aussi que l'architecture de Zou pourrait être construite genre un petit peu après le siècle oublié. Enfin, je sais pas en fait, parce que soit Zou fait la même taille, et là du coup à l'image on voit qu'ils sont trop proches de la mer, du coup c'est un peu moins cohérent. Soit, parce que voilà, Emmet, il a limite l'air dans l'eau là carrément, qui marche au fond de l'eau, tu vois. Soit c'est possible que ce soit sur Zou, enfin même Emmet monter sur Zou, quoi, c'est pas du tout impossible, mais c'est difficile à voir. Ou soit Zou, à l'époque, il y a 800 ans, était beaucoup plus petit qu'aujourd'hui. Et du coup, les constructions, c'était pas la même chose, etc., etc. Donc on reprend, mais c'est pas quelque chose d'impossible. C'est pas que là, en vrai, il n'y a pas d'infos, donc je peux pas contredire réellement. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt scénaristique, même si c'est pas impossible, tu vois. Cette forme carrée avec la végétation par-dessus nous fait penser à l'architecture du duché de Mokomo et ses grandes tours. D'autant plus qu'on sait que Joy Boy et Zunesha sont liés. Seul problème, les tours paraissent beaucoup plus grandes. Un poneglyphe paraît donc plus judicieux. Du coup, je reviens sur ce que j'ai dit. C'est vrai que les tours qu'il y a sur Zou ressemblent vraiment aux tours qu'on avait vues dans l'univers sous-marin. Donc je pense quand même que ça a l'air d'être une inspiration avant les événements du siècle oublié, tu vois, ou pendant, tu vois. Donc je pense pas que Zou était petit. Donc c'est possible que ce soit sur Zou, mais moi je pense plus sincèrement que ce soit juste dans un royaume qu'on connaît pas forcément, ou potentiellement Elbaf, potentiellement une île engloutie, ou un continent englouti. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on connaît, même si c'est pas impossible. Après, c'est vrai que Zou, c'est cohérent dans le sens où Joy Boy et Zou se connaissaient, donc à voir, c'est pas impossible. En plus, Elbaf, c'est censé pas être trop loin de là où est Zou. Il y a une cohérence un petit peu, mais au niveau de l'image qu'on a sous les yeux juste avant, qu'on avait sous les yeux juste avant, j'ai un peu de mal à croire, même si j'exclus pas du tout cette théorie.